Oui, bonjour Abakar Diallo et bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Talibé. Alors, le médiateur commence ses consultations aujourd'hui en ce qui concerne notamment les acteurs sociopolitiques guinéens. Est-ce que pour vous, cette médiation s'engage sous des auspices qui rassurent? Oui, merci de votre invitation. Je peux vous dire que dans le contexte guinéen aujourd'hui, vous pouvez envoyer n'importe quel médiateur, je pense que le résultat, ils obtiendront le même résultat négatif. Pour une raison très simple. D'abord, pour M. Yayi Boni, quels sont les contours de sa médiation? Quels sont les atouts qu'il dispose? Parce que le problème pour qu'une médiation réussisse, il faut que l'acteur principal soit honnête dans ses objectifs. Et il s'avère qu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, on n'est pas dans une période de transition. On est dans une équipe qui a décidé de s'accrocher au pouvoir. Comment pouvez-vous faire une médiation quand déjà on vous balise le terrain, que vous ne rencontrez pas les principaux? Est-ce que M. Yayi Boni aura le courage de rencontrer le FNDC? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il aura le courage, même avec le refus du gouvernement, de rencontrer les principales formations politiques qui ont fait l'histoire politique de ce pays? Je veux parler du RPG, de l'UFDG, de l'UFR. Et j'ai salué hier, si vous avez bien noté, peut-être que vous avez marqué comme moi, le RPG a annoncé quelque chose d'extraordinaire hier. Et je pense que contrairement au PDG, contrairement au PUP, voilà un parti qui ne va pas mourir après Alpha Condé. Pourquoi? Parce que dès hier, ils ont réclamé une transition courte. Et je pense que c'est là la piste la plus sérieuse pour M. Yayi Boni. Bien, alors donc si on vous suit très bien, voilà, vous ne donnez, vous ne pariez pas beaucoup, vous ne vendez pas cher, hein, si vous permettez, la peau du médiateur dans cette mission qui s'apparente, voilà, un défi décisif devant lui. Non, mais écoutez, comme vous avez vu toutes les médiations qui ont eu lieu en Guinée, je répète encore une fois, pour qu'une médiation réussisse, il faut que les acteurs soient sincères dans leur approche. Aujourd'hui, on a une équipe qui a pris le pouvoir, qui n'est pas sincère dans son approche. Regardez hier la déclaration du président du CNT. Il dit sa préoccupation, c'est l'humanitaire. Ouais. Mais nom de Dieu, au cours d'une transition, comment le responsable de l'organe législatif peut dire sa préoccupation, c'est l'humanitaire? Vous avez écouté la déclaration de Ousmane Gawal Diallo qui dit « Dans 2 ans, je mettrai en place Guinée Télécom ». Attendez, la priorité d'un gouvernement de transition, c'est de jeter les bases de retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, depuis le 5 septembre, le CNRD, le gouvernement actuel, n'est pas dans cette démarche. Alors, est-ce que le médiateur aura le culot, le courage de leur faire dire ce que tout le monde attend? Ils sont là pour longtemps et pas pour une transition. Eh bien, voilà, le temps est donné avec M. Aliou Barry, Mohamed Kaba, on va marquer la pause. M. Aliou Barry, politologue, consultant international depuis Paris, voilà, qui lâche ses premières vérités sur cette médiation confiée par la CEDEAO à l'ancien président béninois Thomas Boniaï. Pour lui, donc, c'est une mission qui s'annonce difficile, pour ne pas dire vouée à l'échec, tout simplement. On revient avec lui dans la troisième partie de cette émission. On marque la pause, on revient dans quelques minutes. Nous allons repartir au stand pour nous rendre de nouveau du côté de Paris, d'où nous avons en direct de nouveau Monsieur Aliou Barry. Rebonjour Monsieur Barry. Oui, rebonjour. Bienvenue de nouveau, Monsieur Barry, politologue, il faut le rappeler, consultant international. Il est de nouveau. Mohamed Kaba, pour votre question. Voilà, Monsieur Aliou Barry, aujourd'hui, on a l'impression que la CEDEAO semble docile vis-à-vis de la junte guinéenne, surtout avec l'arrivée du médiateur. Est-ce qu'on pourrait dire en fin de compte que la Guinée évitera de nouvelles sanctions, des sanctions? Ça m'étonnerait beaucoup que la Guinée évite des sanctions. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en Guinée, tout le monde est préoccupé par la transition. Je peux vous dire, ça risque de me tromper, qu'au niveau des institutions internationales, CEDEAO, Union africaine, ONU, il y a une grande préoccupation sur le problème sécuritaire. Je vais très rapidement vous expliquer qu'est-ce qui préoccupe ces institutions. Oui. La situation sécuritaire de la Guinée est très inquiétante dans un environnement régional perturbé par le terrorisme au Mali. À un moment où on est en train de juguler ce problème au Mali, il y a une violence d'État qui s'abat dans une zone à Conakry où l'ensemble des populations de cette zone sont victimes d'une violence d'État.
Alors, il y a une semaine, je discutais avec un responsable palestinien qui a vécu en Guinée à Bruxelles. Il me disait ceci. Il dit, je suis très inquiet pour la Guinée pour une raison très simple. J'ai assisté à des manifestations là-bas. Ça m'a rappelé l'intifada. En Palestine, les jeunes Palestiniens étaient démunis. Ils ont utilisé des pierres pour réagir. Au fil de la répression, au fil de la montée de la répression, avec l'arrivée de l'islamisme radical, le Hamas et tout ça, et le Hezbollah, aujourd'hui, ils sont en train de tirer des roquettes sur la Palestine, sur Israël. Qu'est-ce qui risque de se passer en Guinée qui préoccupe les institutions internationales? C'est que cette violence d'État nous pousse ces jeunes qui n'auront aucune autre issue que de se révolter eux-mêmes et rajouter à côté dans cette banlieue la montée du wahhabisme, la montée de l'islamisme radical et bientôt, si on met une cerise sur le gâteau, l'islamisme politique. Je peux vous dire, c'est l'une des plus grosses préoccupations des institutions de la sous-région. Bien. Pour le monde. C'est que moi je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, peut-être avant de répondre à la question de Mohamed, ça veut dire que, pour peut-être plutôt rappeler la question de Mohamed Kaba, est-ce que la CEDEAO se montre impuissante face à la junte guinéenne? Non, mais je pense que là où la junte se trompe, c'est que la CEDEAO était impuissante parce qu'elle est partie du principe qu'elle n'a pas réagi au moment du changement constitutionnel. Donc, c'est pourquoi je dis que la junte guinéenne a été un peu naïve parce qu'elle avait pratiquement la CEDEAO de son côté. Mais vu la situation sécuritaire, vu ce qui se passe au Mali, regardez, la junte du Burkina vient de taper sur la table contre les manipulations ethniques vis-à-vis des peuples au Burkina. Ils ont été très clairs, on en arrête. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que la Guinée va s'amuser avec ça? Je peux vous dire aujourd'hui, à la place de M. Alpha Condé, il doit avoir un petit lait en Turquie. Pour une raison très simple. Il avait dit dans une vidéo, ça va barder en Guinée. Mais les gens n'ont pas retenu ce qu'il voulait dire. C'est qu'il savait très bien que ceux qui arrivaient au pouvoir là, dès le début, parce que la façon même dont il t'a exhibé, bon ça tout le monde te compte, son remplaçant. Mais je dis encore une fois, il est temps, et ça, il y a une grande responsabilité de ceux qui gouvernent aujourd'hui la Guinée, s'ils font basculer ce pays dans une guerre civile qui ne dirait pas son nom. C'est pourquoi la CEDEAO sera obligée, si cette médiation ne réussit pas, la CEDEAO sera obligée de prendre des sanctions contre la junte. La deuxième chose, et là, je peux vous dire que le procureur actuel de la CPI, c'est un anglo-saxon, très attaché. Ça n'a rien à voir avec Fatou Bensouda. Il a pris en main le dossier de 5 personnalités guinéennes. Je peux vous dire que ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais la CPI ira jusqu'au bout de ce problème. Vous parlez de quelles 5 personnalités guinéennes actuelles ou... Mais les procureurs, les avocats du FNDC ont donné le nom du colonel Mamadou Doumbouya, le comte Amara Kamara, Abouakar Sidiki Kamara, Bachir Diallo qui est parti jusqu'à féliciter le professionnalisme des policiers alors que des enfants étaient matraqués dans la zone de la banlieue. Donc, ce qui m'étonne en Guinée, c'est que ceux qui arrivent au pouvoir ne tirent pas les leçons du passé immédiat, 28 septembre et tout ça. Les problèmes de droits de l'homme, à partir du moment où ils sont pris en charge par la CPI, je peux vous dire que ça prendra le temps que ça prendra, surtout que la transition ne va pas déboucher sur des résultats positifs, parce que c'est un secret pour personne qui sont venus pour s'accrocher. La deuxième chose que je veux dire, si vous analysez bien ce qui se fait en Guinée, aujourd'hui, la jeune qui est au pouvoir veut s'inspirer de ce qui se passe en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils oublient l'histoire. L'Algérie, c'est le FLN qui a pris le pouvoir. Depuis 1962 jusqu'à maintenant, ils sont toujours arrivés à mettre en place une classe politique qu'ils dirigent. Si vous observez ce qui se passe en Guinée, on marginalise les grands partis, RPG, UFDG, UFR, on fabrique une classe politique, on va organiser des élections pour faire émerger, et derrière on tire les mallettes. C'est exactement ce qui se passe en Algérie. Mais ils oublient une chose, c'est qu'en Algérie, le FLN a pris les armes contre l'occupant français. Donc ils ont libéré le pays. Là, c'est une usurpation de pouvoir. Retenez bien ce que je vous dis, la junte actuelle s'inspire de ce qui se passe en Algérie. Bien. Les commentaires visés de ce politologue, ce grand politologue, M. Aliou Bari, en direct de Paris. Dernière question, Akoumba. Monsieur Aliou Bari, personnellement, en tant que politologue aussi, j'ai du mal à croire parfois à la communauté internationale qui est cette structure sans couleur, sans odeur. Parce que tout simplement, dans le principe de l'action de la communauté internationale, c'est l'intérêt qui commande l'action.
Vous avez dû écouter certainement le président sénégalais Macky Sall qui a dit que le problème de la Guinée, c'est le jeu des intérêts stratégiques de certaines puissances internationales. Est-ce que vous pensez un tant soit peu que ces puissances vont accepter de perdre leur intérêt économique et financier, voire même leur intérêt stratégique dans la bataille pour le contrôle des terres rares, et accepter que la Guinée soit totalement fermée sans que ces puissances ne puissent s'en procurer de cette matière première nécessaire à l'industrialisation? C'est ma première question. La deuxième, vous avez évoqué une liste qui a été déposée à la CPI. Est-ce que dans la jurisprudence à laquelle vous avez accès, vous avez une fois entendu un Français jugé par la CPI, parce que j'imagine que Mamadi a un côté très grand français, Bachir Diallo a un côté un peu canadien, sauf si je me trompais. Est-ce que dans la jurisprudence internationale, vous avez vu un Américain, un Canadien, un Français extradé vers la CPI? Alors, merci pour ces intéressantes questions. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Koumba, sur le fait que la communauté internationale, c'est une nébuleuse. Mais les gens confondent quand ils parlent de communauté internationale. Sur la Guinée, vous avez deux principaux pays, trois même, qui sont des acteurs essentiels. C'est la France, les États-Unis et la Chine. Et la Russie aussi. Et la Russie. La Russie, plus ou moins. Ok. Mais il n'est pas exclu que des gens de Wagner aient visité la Guinée, la Russie. Bien. Okay. Tout à fait. Je rajoute la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de puissance? Aujourd'hui, si vous remarquez, la gravité du monde sur le plan stratégique s'est déplacée vers le Pacifique. Les Américains ont aujourd'hui une préoccupation, c'est la montée en puissance de la Chine. Donc, ils vont déléguer, ils vont laisser à la France l'enjeu des pays francophones, c'est-à-dire Guinée, Mali, Sénégal, malgré les problèmes, même le Sénégal. Ça, donc, sur le plan de la communauté internationale, c'est la France qui va jouer le jeu. Et vous voyez même ce qui se passe à la CEDEAO, on a tous tendance à dire, bon, c'est la France qui dicte ce qui se passe. Ça, c'est un. La deuxième chose, les Chinois, pour des intérêts géostratégiques avec les Américains, peuvent sacrifier la junte militaire guinéenne pour préserver leurs intérêts de bauxite en Guinée parce qu'ils ne veulent pas faire ses intérêts. Donc, si vous liez tout ça, c'est évident que la junte se trompe de stratégie en pensant qu'en amodiant les Chinois, ils vont s'entendre. La Chine, la France, les États-Unis vont s'entendre. Pour revenir à votre question de justice, effectivement, je pense que c'est là où je voulais en venir. Jusqu'à un passé récent, il n'y avait pas, la France, par exemple, ne faisait pas la compétence universelle. Je peux vous dire que, et ça, je ne vais pas trahir de secret, sur les actions qui sont en train d'être menées, aujourd'hui, il est question de pousser les juridictions françaises à porter plainte contre un Français, notamment militaire, qui fait des actions de droits de l'homme, de violation de droits de l'homme dans un pays tiers. Et je pense que les avocats du FNDC, je pense qu'ils croient avoir dissous le FNDC, qui sont tranquilles, je pense que c'est une grosse erreur. Parce qu'il y a un véritable battage juridique qui est en train d'être mené en France et à Bruxelles sur ce terrain. Et si aujourd'hui j'avais la nationalité française ou américaine et que je faisais des violations de droits de l'homme, j'allais me méfier. Je suis sorti de là il n'y a pas longtemps et c'est le même discours que j'ai entendu vis-à-vis de l'entourage du procureur qui a dit c'est fini, on ne tolérera plus jamais. Mais il faut voir les images qu'on les a montrées. Ouais. Hein? Des gens qui sont en train d'enterrer quelqu'un, on le gaze et puis jette le corps. C'est du jamais vu, on n'a jamais atteint cette limite de barbarie. Des jeunes qu'on a frappés au camp Al-Faya, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est inimaginable. Quand vous regardez ces images, vous êtes révoltés et indignés. Et là, je pense que la Cour pénale, si vous observez bien, elle est en train de prendre un tournant. Et tous ceux qui ont des nationalités et qui se comportent dans des pays tiers en pensant qu'ils vont passer entre les mailles du filet, ils se trompent. D'autant plus que l'épouse même du président de la junte actuelle est gendarme. Ouais. C'est-à-dire, le problème, c'est-à-dire, il faut faire, c'est même pas si vous la voyez régulièrement maintenant en Guinée. Mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que le FNDC a eu l'intelligence de s'entourer d'avocats qui maîtrisent parfaitement les arcanes de la justice internationale. La justice internationale. Et ça, ouais. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui gouvernent aujourd'hui, notamment Bachir, que j'ai connu à la fois en Mali, en France, partout, intelligent, brillant,
je pense qu'il faut faire le choix entre le respect de la dignité humaine et un poste ministériel. Bien, voilà qui est bien dit. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci. Merci à vous, Monsieur Aliou Barry, je rappelle, politologue. Ok, je vous remercie tous et puis je salue toute votre équipe. Et vous êtes très écoutés par là. Merci bien. Grand merci à vous pour cette disponibilité, pour votre disponibilité habituelle, pour Mirador et pour l'ensemble des programmes de Film FM.